Coucou les gens. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Dans le Shaker. Ouais, ça y est, j'ai trouvé le nom pour la catégorie qui n'est ni des favoris ni des flops, mais plus des découvertes que j'ai faites récemment, des expos que je suis allée voir, des films que j'ai vus, des machins. Donc dans cette catégorie il peut vraiment y avoir des choses que j'ai aimées, moyennement aimées, pas vraiment aimées, mais dont j'ai quand même envie de parler car ça peut intéresser du monde. Voilà, j'ai quand même envie de donner mon avis. Merde, c'est ma chaîne. Première chose dont je voulais vous parler, il s'agit d'un déodorant H&M Conscious. Ouais, ça y est, j'ai testé, c'est la seule chose que j'ai testé de la gamme Conscious d'H&M. C'est la seule chose que j'ai testé du magasin H&M. Je sais pas si vous êtes au courant, mais ils ont toute une gamme Conscious, donc un petit peu éthique, qu'ils proposent parmi leurs vêtements. Mais ils ont également sorti une gamme un peu éthique également, qui est certifiée EcoCert pour toute leur gamme beauté. Alors il n'y a pas énormément de produits, c'est pour ça que j'ai pris que celui-ci parce que c'est ce qui m'intéressait le plus. Donc il y a, je crois, 4 baumes à lèvres, donc ils sont un peu la même chose, mais avec des parfums différents. Il y a une crème pour les mains. Il y a un shampoing sec que je me tâtais à tester pour vous donner mon avis. Mais la composition c'est vraiment, voilà, c'est de la maïzena et tout ça, enfin c'est ce que je fais moi-même, donc ça me fait chier de payer pour dire ah oui c'est pas si mal mais c'est un peu cher pour ce que c'est et puis ça sert pas à grand chose, vous pouvez la faire vous-même. Bon voilà, donc du coup j'ai pas testé. Il y a aussi un baume pour le corps, je crois qu'il y a un scrub aussi, un petit gommage pour le corps, trop bilingue. Donc voilà, ces autres trucs me passionnaient pas trop, tandis que le déodorant c'était quand même intéressant de le tester. Au niveau de la compo, bah écoutez, elle est très bonne, il y a de l'eau, il y a de la glycérine en deuxième ingrédient, c'est assez doux, il y a de l'aloe vera qui est pas trop basse dans la compo. Alors évidemment si vous voulez le déodorant le plus éthique qui soit, etc., je vais pas vous conseiller d'aller chez H&M, même H&M Conscious, mais c'est quand même cool si tu fais ton shopping dans un grand supermarché et que t'as plus de déo et que tu veux quand même un truc un peu bio et que t'es chez H&M. Voilà, bon il faut pas mal de conditions réunies quand même pour pouvoir acheter son déo chez H&M je trouve. Mais voilà, moi je suis tombée dessus, du coup je me suis dit que j'allais vous donner mon avis. Je l'ai testé sur plusieurs journées, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas trouvé que je sentais la transpiration. Faut voir sur le long terme si voilà, la peau s'habitue un petit peu comme avec les autres déos bio et qu'au bout d'un moment c'est plus très efficace. Je l'ai testé aussi avant le sport, donc je l'avais porté toute la journée et j'en ai remis un petit peu avant de faire mon sport. J'ai pas osé y aller tout droit depuis le déo appliqué tôt le matin jusqu'à tard le soir, mais en tout cas pas de soucis, je n'ai pas eu de plainte de mon entourage, donc voilà, plutôt bon produit, je suis assez contente. Je savais pas trop ce que je pouvais penser des trucs H&M, je suis agréablement surprise, je vous le conseille. J'en ai également profité pour acheter de l'eyeliner. Vous savez que toujours l'eyeliner c'est le truc qui reste, que je n'achète pas en bio ou quoi que ce soit parce que je veux que ça tienne, je veux que ce soit bien noir. Donc là c'est pas de la gamme Conscious, c'est un truc de leur maquillage classique, c'est celui que je porte actuellement, il est bien noir, il tient bien également. J'ai fait mon sport en dégoulinant avec et il n'y a pas eu de soucis, il a bien tenu. Je dirais quand même un chouïa moins que le Je Mets comme d'habitude et je suis pas sûre qu'il soit plus avantageux aussi niveau prix parce qu'il est un peu moins cher, mais il y a moins de millilitres dedans, donc bon voilà, je crois que je vais toujours retourner au Je Mets malheureusement. Mais en tout cas la mine est vraiment comme j'aime, c'est une pointe feutre un petit peu rigide, quand même moins rigide que celle de Je Mets, mais voilà, ça fait le job et je l'aime bien. Je l'aime bien mais je le rachèterai pas. Voilà, pour info. Je vais vous montrer quand même aussi de près ce que donne le liner. Vous voyez, il est plutôt bien noir et puis plutôt facile à appliquer. Je voulais également vous parler d'une série qui a, je crois, plutôt bien marché, que je viens juste de terminer. Il s'agit de la série Ozark, donc c'est encore une série Netflix et tout le monde disait que c'était un petit peu le nouveau Breaking Bad d'une autre manière. Voilà, c'est un peu le père de famille lambda qui se retrouve mêlé à des affaires de cartel de drogue mexicain, etc. Voilà, le pitch est quand même sensiblement pareil, je vais vous le lire. Il s'agit du personnage de Marty qui est conseiller financier à Chicago et qui blanchit discrètement de l'argent pour le compte d'un baron de la drogue. Lorsque son partenaire le trahit, il doit rapidement déménager avec sa famille au mont Ozark. Alors la région est super belle, je connaissais pas du tout ce coin des États-Unis. Sur place, il se retrouve malgré lui opposé à un dealer local dont il concurrence dangereusement le business, ainsi qu'à un clan de petits voyous dirigé par une jeune fille de 19 ans qui cherche à lui soutirer de l'argent. En outre, il doit aussi éviter de se faire repérer par un agent du FBI tenace. S'il veut protéger sa famille, Marty doit rapidement blanchir l'argent sale tout en s'adaptant à cette nouvelle vie. Alors, j'ai terminé la série et franchement je l'ai bien aimé, globalement je l'ai bien aimé, mais j'ai quand même eu des petits problèmes à me mettre dedans. En fait, les acteurs sont bons, lui il a vraiment la gueule de l'emploi du mec très sage qui se retrouve dans les situations improbables. Il y a, à l'instar de Breaking Bad, tout qui lui tombe un petit peu sur la tête en même temps. Dès qu'il a résolu un truc, il y a un autre truc qui lui tombe dessus, il y a 3 choses qui lui tombent en même temps dessus, machin. Et à ce niveau-là, j'ai trouvé que c'était presque trop, parce que le personnage de Marty
est étonnamment calme face à la situation, presque trop. Donc très rapidement sa famille est complètement mêlée à l'histoire et ça n'a pas non plus l'air de leur poser plus de soucis que ça, enfin c'est assez particulier. Ce que j'ai apprécié c'est la photographie de la série, c'est quand même une belle série, voilà, avec le scénario qui est intéressant, les personnages qui sont cool, le contexte également du lac Ozark qui est très beau, qui se déroule plus ou moins dans une espèce de pauvre ville avec des rednecks et tout ça, un peu les bouseux américains, clichés et tout. Il y a une bonne ambiance, mais mon souci c'est que je trouve qu'on n'y croit pas assez, dans le sens où dans Breaking Bad t'avais vraiment le côté drama où tu t'enfonces, tu sombres avec lui. Enfin moi il y a même une période où je m'étais arrêtée de regarder la série à l'époque de Breaking Bad parce que franchement j'étais mal quand je regardais cette série. Donc là c'était vraiment bien drame, et je sais pas si vous avez vu la série Santa Clarita Diet, où c'est une petite famille un peu paisible et tout ça, tranquille machin, dans une banlieue classe américaine, et du jour au lendemain la femme elle devient une sorte de zombie qui doit tuer des gens pour se nourrir et tout, et là c'était complètement fantasque quoi, vraiment absurde, burlesque, tout ce que tu veux, et je trouve que Ozark ne se situe pas assez dans l'un ou l'autre. J'aurais presque préféré qu'il le traite en mode complètement burlesque, genre le mec qui fait n'importe quoi, qui est dépassé par les événements, ou en complètement dramatique, hyper sombre, mais là je ne sais pas où me placer, puisque je trouve qu'il prend avec beaucoup trop de légèreté tout ce qui lui arrive sur le coin de la gueule. À cause de ça je n'ai pas réussi à m'attacher aux personnages et à avoir peur pour eux. Ce qui m'importe beaucoup, j'aime bien avoir peur pour les personnages, ce qui fait que je n'ai pas réussi à me mettre tant que ça dans la série. Là j'ai terminé la série et moi là ça me manque un petit peu, j'ai envie de savoir les trucs. Je pense que là avec ce qui s'est passé à la fin de la saison, ça peut amener à une deuxième saison peut-être plus intéressante ou plus creusée ou machin, mais là il y a trop de choses qui m'ont déplu en fait pour que j'accroche vraiment à 100%. Après voilà, ça reste une série très divertissante, très agréable, avec voilà, une bonne histoire et tout, des rebondissements, il n'y a pas de souci. Tentez-la, elle a des bonnes critiques, quoique là je vois que les critiques de la presse sont un petit peu plus négatives quand même, hein. Ouais, je vois les critiques, j'ai lu les critiques après vous avoir fait la mienne, et elle rejoint tout à fait ce que je ressens. Donc voilà, à regarder, mais c'est pas non plus la série du siècle, hein, ça ne va pas dépasser Breaking Bad. Troisième chose, je voulais vous parler d'une expo qui a actuellement lieu au Centre Pompidou, que je suis allée voir et que j'ai beaucoup apprécié. Il s'agit de l'expo de David Hockney, dont j'ai acheté l'énorme bouquin d'expo du Centre Pompidou. Bah, j'ouvre pile sur l'œuvre la plus connue de David Hockney, enfin une des plus connues, A Bigger Splash. Donc je vais pas vous faire tout un truc chiant sur David Hockney. J'hésitais quand même à vous faire une vidéo Kezako, qui était voilà, une vidéo que j'avais faite pour l'expo Maurizio Cattelan, et qui finalement vous avait pas mal plu. Enfin je sais pas si j'arriverai à la refaire pour David Hockney, mais je vais voir, mais peut-être que l'expo sera terminée d'ici là, d'ici que je me lance et que je rédige tout ça. Donc David Hockney, si vous ne connaissez pas, c'est un peintre, photographe et graveur britannique qui est né donc à Bradford au Royaume-Uni en 1937, le truc trop relou, mais qui très vite s'est installé aux États-Unis. Il a aussi pas mal vécu en France, donc il y a beaucoup d'esprit très décoration, architecture californienne que j'aime beaucoup. L'expo était vraiment très intéressante, avec des maisons comme ça typiquement californiennes, vraiment dans l'âge d'or. Donc c'est un peintre qui s'inscrit dans le mouvement hyper réaliste. Après toutes ces peintures un peu connues comme ça, de la piscine, etc., très californienne, il a notamment eu une période avec des couleurs un peu plus criardes et un autre style. Autre chose que j'apprécie beaucoup chez David Hockney, qui a été pas mal critiqué à l'époque, c'est qu'il n'a jamais eu peur de se renouveler et de changer de style un peu au gré de ses envies. C'est un peu un touche-à-tout. Il a commencé par une peinture avec des teintes très sombres. Tout le début de l'exposition montre vraiment ses débuts qui sont complètement différents de ce qu'on a connu par la suite, avec notamment des peintures comme celle-ci. Ensuite il a eu toute sa période hyper colorée avec toute sa série de piscines, qu'il donc peignait à partir de photographies, puisqu'il faut pas oublier qu'à la base c'est un photographe. Il a eu voilà toutes ces maisons avec toujours une passion pour la représentation de la transparence, aussi bien des corps dans la piscine que du verre, que des miroirs. Regardez là cette table, moi je trouve ça assez extraordinaire, cette table en verre, la représentation de cette table en verre, des matières, des jeux de lumière. Donc ça c'est sa série également de portraits. Il y a toute une salle dans l'exposition, là ce sont ses parents. Dans l'exposition il y a toute une salle qui est dédiée justement à ses portraits. Regardez, j'adore là, ce sont les jets d'eau. Ensuite il a eu toute sa période de photographie où justement il recomposait des sortes de tableaux géants à partir des photographies qu'il prenait. Donc là ce sont des polaroïdes. Là on se rend pas compte parce que c'est très jeu de texture, mais par exemple là il a recomposé tout le Grand Canyon à partir de polaroïdes, et voilà, différents axes de vue, différentes perspectives, et collé bout à bout ça a recréé tout un tableau, et je trouve ça assez génial et très plastique en fait, et très amusante. Et celle-ci qui est très connue également, d'une route américaine, où là il recrée cette rue en jouant de la distorsion des différentes perspectives. Et puis par la suite des peintures beaucoup plus colorées,
Et il a même également abordé, et ça je ne le savais pas, de l'art un petit peu vidéo numérique. Et justement à la fin il dessinait sur l'iPad. Il a également fait des tableaux géants mais à partir d'écrans de moniteurs comme ça qu'il a installé côte à côte pour faire une grande rue. Et on sent bien toute cette évolution. C'est une des expositions qui a enregistré la plus forte affluence depuis des années. Elle se déroule au Centre Pompidou jusqu'au 23 octobre. Donc courez-y. Côté film, maintenant je suis allée au cinéma. Je vais essayer de le faire très court parce que je vais pas vous faire une analyse. Déjà je pense que j'en suis incapable, mais aussi parce que ça va être beaucoup trop long cette vidéo. Je suis allée voir Valérian à la Cité des Mille Planètes et je suis également allée voir Dunkerque et j'ai été un petit peu déçue par les deux, pas de la même manière. Donc concernant Valérian, le film adapté de la bande dessinée Valérian et Laureline, j'ai été un petit peu déçue qu'il ait attendu si longtemps et qu'il en ait fait autant pour ce film là qui pour moi a énormément de trous scénaristiques. Alors moi je suis pas du tout une détractrice moi je suis pas du tout une détractrice de Luc Besson. Il a fait des films que j'adore qui sont presque dans mon top je pense, comme Le Cinquième Élément, et il a fait des grosses bouses aussi, et celui-ci je m'attendais à ce qu'il soit quand même un petit peu mieux au niveau du scénario. J'ai trouvé l'histoire relativement basique, mais après ça me dérange pas. Dans pas mal de films de science-fiction ou dans Star Wars, l'histoire elle est ultra basique, hein, c'est les gentils, les méchants et tout ça, mais au niveau du scénario je trouve qu'il y a eu des gros soucis, des gros trous scénaristiques. Je trouve qu'il y a des scènes qui ne servent à rien, il y a des explications, des détails et tout qui ne servent à rien, et à côté de ça il y a des choses qu'on ne t'explique pas qui se passent. Donc des fois t'as des espèces d'objets qui sont plus ou moins précieux, mais en fait le gars il le trouve, il le fait analyser, on me dit ouais c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est une source d'énergie, puis limite il le met dans sa poche et puis ça ressort juste à la fin comme ça du film. Enfin il y a des choses qui ne vont pas. Il y a aussi des personnages qui apparaissent mais pour rien quoi. Alors t'as le personnage de Rihanna, le personnage, il y a aussi Alain Chabat, je savais même pas qu'il était dedans, et qui ont des petits rôles. Enfin, pour moi le personnage de Rihanna est un petit rôle, on a fait des caisses, elle était en géant et tout pour le marketing, mais dedans, bon voilà, elle sert à rien. C'est vraiment des personnages qui débarquent comme ça, comme un cheveu sur la soupe, pour dénouer un problème scénaristique. Ils te résolvent le truc et puis après c'est terminé, ils s'en vont, et ça m'énerve, on t'introduit rien et tout. Enfin, il y a vraiment des gros problèmes pour moi de ce côté-là. Donc c'était divertissant, c'était joli, quoique un peu too much parfois dans les effets spéciaux. Mais malheureusement, voilà, ça restera pas un grand film de Besson par rapport au Cinquième Élément où il a été capable de faire un truc quand même, une tuerie. Et là, c'est dommage quoi, je suis déçue parce qu'il y avait un bon potentiel et c'est pas exploité pour moi. Mais franchement divertissant, sympa, allez le voir quand même, on passe un bon moment, mais je m'attendais à beaucoup mieux. Et deuxième, il s'agit de Dunkerque, de Christopher Nolan. Donc là pour le coup Nolan, je suis ultra fan, enfin quasiment tous ses films je les trouve assez géniaux. J'étais pas tentée par Dunkerque parce que je ne suis pas une fanat de films de guerre de base, mais tout le monde m'avait dit voilà ouais mais c'est Nolan, c'est hyper bien filmé machin et tout. Ouais, c'est hyper bien filmé, je me suis pas ennuyée, c'était stressant, j'avais les mains serrées pendant tout le film, t'es dedans, t'es avec eux, tu souffres avec eux, mais je m'attendais encore une fois de la part de Nolan à un truc un petit peu plus captivant, enfin je vais pas dire au niveau de l'histoire parce que l'histoire voilà pour le coup c'est une histoire avec un grand H, mais j'avoue que je suis un peu sortie du ciné en me disant que pendant 1h40, je sais plus combien de temps il dure, c'était vraiment une alternance de scènes de baston, scène de survie, on se recache, re-scène de baston, scène de survie, on se recache, et j'ai eu cette sensation là pendant tout le film et je m'attendais à quelque chose de peut-être un petit peu plus rythmé et moins en boucle comme ça. Après la musique était au top, les acteurs étaient au top, l'image n'en parlons pas, l'atmosphère, les sentiments, les émotions et tout ça que tu ressens, c'était génial. Mais peut-être à cause de l'histoire qui me touche pas, moi les films de guerre ça me touche pas, ça me plaît pas, voilà. J'ai été un petit peu déçue. Là je sais pas quand elle sortira cette vidéo, là on est le 13 août et ouais il me reste La Planète des Singes à aller voir et je compte beaucoup là-dessus. Je crois que finalement c'est peut-être le film que je vais préférer dans les 3 que je voulais voir. Enfin je voulais voir Baby Driver aussi mais là c'était vraiment pour passer le temps. Mais je sais que ça va pas être un grand film. Et je pense que ouais La Planète des Singes peut être vraiment canon donc prochaine étape. Sinon j'ai complètement craqué. J'ai acheté un jeu de PS4. Alors, moi je suis pas du tout une gameuse, hein. J'aime bien regarder, j'aime bien l'esprit jeux vidéo, j'aime bien regarder mon mec jouer et tout ça. Lui c'est un bon gamer et il a eu sa période à succès, mais il y a longtemps. Heureusement pour moi et pour notre vie sociale. Moi j'ai voulu racheter Crash Bandicoot auquel je jouais quand j'étais petite, c'était le jeu, voilà il est sorti je crois en 97 et moi je jouais à ça, à Spyro le dragon et à Rayman
que j'aimais beaucoup. Donc vraiment les jeux de plateforme à la con, c'est pas les trucs de gamer, c'est les trucs de casual comme on dit dans le milieu. Et du coup c'est avec plaisir que je rejoue à Crash Bandicoot aujourd'hui et c'est la trilogie en fait. Moi j'avais que le premier quand j'étais petite et c'est le même, ils l'ont juste refait avec, ils l'ont redéveloppé entièrement, c'est pas une remasterisation, ils l'ont redéveloppé entièrement, ils ont refait tous les graphismes mais ce sont les mêmes niveaux que ceux de l'époque. Et voilà, je m'amuse bien avec, je rentre à la maison et je saute sur des caisses pleines de pommes et sur des ennemis, notamment les ennemis insupportables, c'est les mecs en pagne avec leurs petits boucliers qui te poussent là. Ah putain ça m'énerve ce truc là. Bon j'avoue par contre je suis très grossière quand je joue à ce genre de jeu parce que voilà ça m'énerve un petit peu, mais ça m'amuse. Donc voilà, je suis contente de retrouver cette petite nostalgie des jeux vidéo et de rejouer un petit peu à Crash Bandicoot. Donc à moi de squatter la console les gars. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle n'était pas trop longue. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez testé des choses ou vu des choses en tout cas, parce que là il n'y a pas trop de produits à acheter dans cette vidéo, mais si vous avez vu des choses, les films, les expos et tout ça dont je parle dans cette vidéo, et si vous voulez m'en conseiller d'autres maintenant que vous commencez un petit peu à me cerner, à connaître mes goûts, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Je vous embrasse et je vous dis à la semaine prochaine, salut!